Donc, pour celles et ceux qui étaient là hier soir, je vais annoncer chaque intervenant comme un match de basket différent. Ça, c'est une blague. Parce qu'ils n'aiment pas le basket, ils sont plutôt football et rugby. Alors, rugby, oui. Autour de la table, nous attendons, et on l'excuse s'il a des empêchements parce que tout le monde a un agenda très chargé, mais Monsieur Windsor, Sébastien Windsor. Il est là. Ah ben je vous ai même pas vu. Oh là là. Mais vous êtes entré un petit peu en... Merci Monsieur Windsor d'être là. Ben, je suis ravi. Président des chambres d'agriculture, président aussi de la chambre régionale de Normandie. Merci d'être là. On va d'ailleurs commencer avec vous. Je finis de présenter tout le monde, mais ravi. Merci Monsieur Windsor d'être là. Nous avons également au milieu Monsieur Daniel Bourg, qui est président d'Enerplan, le syndicat de l'énergie solaire. Merci d'être là aussi. Charles Nucci, président, directeur général d'Iris Solaris. Et j'ai vu plusieurs collègues d'Iris Solaris, très très beaux vêtements dans la salle. Ouais, vous êtes là, vous êtes un grand supporter, excellent. Olivier Gauthier, enfin supporter, salarié, collègue de l'entreprise. Mais vous pouvez être supporter aussi. Olivier Gauthier, directeur Triangle Solaire, merci aussi, Olivier, d'être là. Alors, comme on en a parlé, on est là au Power Earth Summit pour favoriser l'accélération de la transition énergétique. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des débats, il peut y avoir des clivages, mais c'est ma personnalité en tant qu'animateur de table ronde et aussi citoyen engagé. Trouver les consensus, les points communs et parler d'exécution, si je reprends littéralement les mots du président Barack Obama hier soir, de quand on a trouvé ensuite les solutions et qu'on les généralise et que les débats soient intelligents, constructifs, mais qu'ils ne soient pas éternels, interminables. Et on est là pour parler de l'accélération des solutions. Ainsi, ça va être ma première question très très simple. Je vais poser la question de quels enjeux devrions-nous vraiment prendre en compte dans ce dialogue entre l'énergie solaire et l'agriculture, et quelles solutions à généraliser. Et la première personne à qui je vais poser la question, c'est Monsieur Windsor. Merci encore. Donc tout simplement, qu'est-ce que nous devrions vraiment se dire au début de ce dialogue photovoltaïque, agrivoltaïque, excusez-moi, et quelles solutions, selon vous, à généraliser. Et bon, je vais faire mettre du temps, mais globalement, si pendant 6-7 minutes, chacun, dans un premier tour de table, s'exprime, ça permet ensuite d'en avoir un deuxième, et ensuite de vous laisser la parole pour poser plein de questions à nos super intervenants. Monsieur Windsor. Alors, bonjour. Peut-être vu par le monde agricole, les débats alimentaires, non alimentaires, ne sont pas des débats qui sont nouveaux. Ils ont commencé avec les biocarburants et tous les débats autour de ces enjeux-là. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont nouveaux, alors que dans la réalité, si on prend l'agriculture il y a 200 ans, pratiquement 40% de l'agriculture servait à l'énergie, puisque les chevaux étaient nourris par l'agriculture et 40% de la production servait à alimenter les chevaux et la traction. Et à faire des matériaux de construction. Donc on a vécu une parenthèse énergie fossile. Le jour où on arrête l'énergie fossile, oui, l'agriculture va devoir participer à la production d'énergie et au mix énergétique. Pas que l'agriculture, mais l'agriculture aura un rôle à jouer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va amener énormément de perturbations, parce que l'agriculture avait un peu oublié ce rôle de production énergétique. Et si on appelle de la biomasse, parce que, ou de l'énergie solaire qui va être captée et qui produira plus de biomasse, ça va poser des questions d'équilibre et on va passer par des phases un peu compliquées pour retrouver ces équilibres. Et en tout cas, il faudra de la régulation pour retrouver ces équilibres. Et si on laisse la jungle se faire, on va passer par des phases d'accélération très fortes et puis des phases d'arrêt complet, etc. Alors, une fois que j'ai dit ça, quelle est la perception pour le monde agricole même le monde agricole est très très clivé sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui sont modérés dans leur position. Soit ils pensent que ça marche et il y a des défenseurs jusqu'au boutiste en expliquant qu'avec l'agrivoltaïsme, ils augmentent les volumes de production. Ou il y en a d'autres qui disent quand on fait de l'agrivoltaïsme, on perd tout. J'allais dire, pour être un peu pragmatique, souvent ceux qui disent que ça marche, c'est ceux qui ont envie de faire des projets chez eux. Et ceux qui disent que ça ne marche pas, c'est ceux qui voient les projets se faire chez le voisin et qui n'ont pas le revenu financier. Mais en fait, le premier sujet pour le monde agricole, c'est cette étoile qui brille du revenu financier dans une production agricole qui est, elle, quand même assez fortement en déficit de revenus et de façon un peu structurelle, et les mouvements qui se sont passés ces derniers mois l'ont peut-être rappelé.
Et donc, il y a là une poule aux œufs d'or que tout le monde regarde avec à la fois de la jalousie, de l'envie, etc. Et ça n'aide pas à amener un débat serein sur l'agrivoltaïsme. Voilà. La deuxième, et donc pour sortir de ça, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que, de s'appuyer sur la science, de s'appuyer sur de l'expérimentation, de s'appuyer sur des résultats neutres pour montrer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, quel gain pour la production agricole, parce qu'il y a des cas où on a des gains, quel risque pour la production agricole, parce que dans un certain nombre de cas, ça peut amener des baisses de production. Avec un truc qui biaise un peu le débat, c'est qu'il y a quand même des chances pour les endroits où ça se fera que le revenu lié à l'agrivoltaïsme soit assez rapidement supérieur au revenu lié à l'agriculture en tant que tel. Et ça vient énormément perturber le débat. Et donc, il faut absolument que ces références, ces essais, etc., ils soient faits par des gens neutres et qu'il y ait une régulation qui soit faite par l'État derrière pour permettre de réguler ça. Le monde agricole aura du mal à se réguler tout seul sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait une régulation neutre. La deuxième difficulté, c'est le peu de recul qu'on a sur le sujet. Et avec une difficulté très inhérente au monde agricole, s'il y a un certain nombre de gens qui viennent de l'industrie, le sujet, c'est que dans le monde agricole, on fait un essai par an. Et quand on a raté l'essai ou que les résultats ne sont pas conclusifs, il faut attendre une année complète avant d'avoir une deuxième série d'essais. Et que des séries d'essais, pour être un peu valides, notamment sur des enjeux d'agrivoltaïsme, de production électrique, d'impact sur les cultures, il faut probablement plusieurs années parce que les années se suivent et ne se ressemblent pas, et donc il faut probablement plusieurs années de recul. Alors, j'entends que ce soit un message compliqué à entendre pour les gens qui sont à ma gauche sur la table parce qu'ils ont souvent envie de sortir des projets, ils ont besoin d'avancer, on a besoin que les entreprises elles puissent continuer à investir pour développer des nouvelles technologies. Mais à l'inverse, nous, on a aussi besoin que l'impact sur l'agriculture dessous soit mesuré avec suffisamment de recul, suffisamment d'années de recul pour pouvoir un peu se dire enfin voilà, quelle rentabilité, quel impact sur la culture en dessous, etc. Et donc ça nécessite qu'on se parle probablement un peu plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui, et qu'on ait un certain nombre d'acteurs neutres. Je sais que l'ADEME veut jouer un rôle. Nous, Chambre, on a quasiment 200 expérimentations sur le territoire français, qui est un certain nombre d'acteurs neutres qui accompagnent et qui aident les entreprises à la fois à ne pas perdre de temps parce qu'ils ont besoin d'avancer, mais aussi à avoir des références un peu neutres sur le sujet. Le dernier point, c'est qu'on va aussi être perçu de temps en temps comme les empêcheurs de tourner en rond. Parce que après ce que j'ai dit tout à l'heure, et au-delà de ce besoin de référence, on a aussi besoin d'y aller progressivement sur le territoire, et donc de se donner des règles de progressivité sur le territoire. Combien d'hectares on fait chez un agriculteur au départ, avant de lancer des projets de 150 hectares? Combien d'hectares on fait sur un département tous les ans? Et on essaye, côté Chambre d'agriculture, d'avancer pour se donner une doctrine pour amener un peu d'harmonie sur le sujet, pour éviter des projets de 1000 hectares, parce qu'on en a vu quelques-uns, ou de 500 hectares à un seul endroit, qui vont, générer des jalousies dans le monde agricole, et donc qui feront que tout le monde va monter au créneau contre le projet. 2, ces projets auront sûrement un impact visuel, un sujet de partage de la valeur qui n'est pas forcément le modèle qu'on vise, et donc on risque, si on laisse passer des projets comme ça, de générer du blocage, et puis d'avoir des projets qui, au final, amèneront de la baisse de production, et du coup décrédibiliseront tous les autres projets qui, eux, seraient intéressants parce qu'eux n'amènent pas de baisse de production. Et donc, il faut qu'on sache, on avance sur cette doctrine, on aura besoin de la partager avec les acteurs de l'agrivoltaïsme. Il faut nous laisser un tout petit peu de temps, parce que moi, j'ai besoin de faire atterrir un réseau qui est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, très hétérogène sur ses volontés. Il faut qu'on avance, et après, sereinement, il faut qu'on partage ce que nous, on va proposer pour savoir si c'est compatible avec les acteurs de l'agrivoltaïsme, si c'est jouable, si c'est faisable, et qu'on amende les choses. On va être bientôt dans cette capacité de faire ça. On ne l'est pas encore tout à fait aujourd'hui, mais on va y avancer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Si je rebondis juste très rapidement sur, vous êtes d'accord ainsi, hétérogénéité des volontés, c'est lié à l'hétérogénéité des systèmes agricoles finalement aussi. Je suppose que c'est
on a tendance souvent, comme on dit dans la société, les entreprises ou les agriculteurs. Effectivement, vous êtes en première ligne pour bien comprendre que les fermes sont très différentes entre elles, etc. Je suis sur une commune où il y a un agriculteur en bio, un agriculteur purement élevage, un agriculteur purement céréales, 2 agriculteurs en polyculture élevage, un agriculteur qui fait du circuit court, un agriculteur qui fait de l'agriculture de conservation des sols, etc. Mais on n'est que 4 agriculteurs sur la commune. Donc en fait, il y a une diversité des modèles qui est absolument colossale. Et pour le coup, sur les projets, on ne coupera pas, à faire du cas par cas. C'est pas ça le débat. Je pense que l'hétérogénéité, elle est liée plutôt à la non-connaissance et à la non-maîtrise du sujet, à la non-maîtrise de l'impact. On a besoin d'avancer sur le partage de la valeur aussi, parce que le partage de la valeur entre l'énergéticien et l'agriculteur, la capacité de l'agriculteur à rentrer dans le projet ou pas, mais le partage de la valeur entre le propriétaire et l'exploitant agricole, le partage de la valeur entre le nord et le sud de la France, parce que j'ai aussi ces débats-là avec des départements du nord qui ne voient pas les choses de la même façon que les départements du sud, avec des productions aussi qui n'ont pas la même valeur dessous. Donc oui, on a de l'hétérogénéité, et ce qu'il faut, c'est trouver la solution à chaque type et à chaque modèle. On ne gommera pas l'hétérogénéité, ce qu'il faut, c'est gommer l'hétérogénéité sur les connaissances. Oui, très bien. Et ça, sur peut-être le modèle de partage de la valeur. Et je retiens aussi ce que vous avez dit, que c'est important que ce ne soit pas la jungle, ou alors c'est la jungle et il faut gérer cela. On va y revenir, mais ça me permet de... Oui, je vous en prie. Et peut-être juste un mot sur l'hétérogénéité. Elle n'est pas liée qu'au monde agricole. Hein. Je peux vous dire que d'une commune à l'autre, la position du maire sur des projets agrivoltaïques n'est pas la même non plus. Oui. Et donc, pour corriger cette hétérogénéité, des projets collectifs, oui, plusieurs agriculteurs, des enjeux avec des acteurs du territoire, etc., sont pour moi aussi un des éléments absolument clés pour sortir et aller vers l'acceptabilité. C'est parce qu'on aura montré de la démonstration. Si on fait que des projets individuels, on générera des jalousies et dans 5 ans, on n'en fera plus parce qu'on aura plus d'opposants que de gens. Parce que si on regarde combien de personnes pourront bénéficier des projets, on aura au final plus de gens qui n'en ont pas bénéficié que de gens qui en ont bénéficié. Et donc, on aura plus d'opposants que de gens favorables. Donc, il faut absolument arriver à gérer le collectif pour ne pas générer que des opposants. Merci, Monsieur le Président. Mais évidemment, on reviendra sur plusieurs questions, notamment ce que vous avez dit sur la science. Mais je me tourne vers vous, Daniel. Daniel Bourg, vous êtes président d'Enerplan. Et on a eu des riches discussions, même hier, sur justement comment faire en sorte que l'agrivoltaïsme soit au bénéfice des agriculteurs qui en ont le plus besoin. Quelle solution, selon vous, à généraliser? Et aussi, juste le recul Enerplan face à l'agrivoltaïsme, un petit peu sa position. Alors, je crois que le premier point quand même à dire, c'est que l'agrivoltaïsme en absolu doit être une chance et pour l'agriculture et pour, je dirais, le solaire et le développement de l'énergie solaire en France. Je rappelle qu'on a des objectifs de multiplier la production qui sont très importants, ce qui veut dire que l'agrivoltaïsme offre une possibilité et de ramener du revenu à l'agriculture. Alors j'ai quand même envie, si je peux me permettre, de prendre juste quelques chiffres pour bien voir quels sont les enjeux. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de terrain. On a besoin, je dirais, de 5000, et dans les années les plus fastes, peut-être 7-8 000 hectares par an, à comparer, si je ne me trompe pas, 28 millions d'hectares de terres agricoles. Donc on voit déjà que la proportion est quand même très modeste. Dit différemment, 5000 hectares, si vous supposez qu'on ne fera pas, pour faire l'agrivoltaïsme, il faut objectivement au moins faire ça sur 10 hectares, et ça me paraît être un minimum, ça veut dire qu'il y a 500 exploitations par an qui vont être concernées. 500 sur 400 000. Donc, ça dit deux choses. Ça dit d'abord que je pense qu'il faut quand même relativiser l'impact sur la production agricole. Et que l'agrivoltaïsme ne doit certainement pas, entre guillemets, artificialiser des terres. Et ça, c'est clair que non. Mais en même temps, cet enjeu de savoir si on va augmenter un peu plus, etc., je pense que le débat n'est pas forcément le plus important qui est là-dedans. Par contre, le débat qui est à côté et que vous avez mis en avant, c'est le problème de l'acceptabilité. On en a
totalement conscience. Je veux dire que c'est même notre souci numéro un. On a vécu un moratoire. On ne veut pas en vivre un second. Et donc, si on fait n'importe quoi, s'il n'y a pas de régulation, et je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus au démarrage, je vous le dis très, très directement, on va aller droit dans le mur. Je ne vais pas faire une catastrophe pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Daniel Bourg, vous dites qu'il faut une concertation très constructive avant et une différenciation peut-être des politiques au sein des... Mais il faut canaliser. La question est de savoir, est-ce qu'on fait de l'agrivoltaïsme partout? Est-ce qu'on se dit qu'il y a peut-être on va aller de tous les différents agriculteurs, peut-être qu'il y en a certains qui en ont plus besoin que d'autres, analyser le type d'agriculture où il y aura le moins de dégâts sur les terrains. C'est peut-être pas pareil en élevage que sur de la grande culture, sur du maraîchage. Il y a donc des appréciations qui doivent être faites. Ça, c'est un peu le rôle des chambres d'agriculture, je dirais, de le faire. Mais il faut faire attention parce que le problème, c'est qu'il y a des endroits où on le voit déjà démarrer. Hein. Donc je ne parle pas, je parle de quelque chose qui est vécu. Il y a des endroits où les agriculteurs les plus dynamiques, qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont tout compris tout de suite et qui foncent, mais c'est souvent des grands céréaliers. Et c'est là où on va commencer à buter sur l'acceptabilité. Parce que s'il y a des déséquilibres qui se font, on va aller droit aussi dans le mur. Donc cette notion-là, c'est pour ça que je suis ravi que M. Winsor soit là, parce que c'est vraiment un moyen d'échanger et de se dire, il faut qu'ensemble, on fasse quelque chose qui dure et que ce soit une bonne chance. Et si on laisse faire des projets de plusieurs centaines d'hectares avec 1 ou 2 ou même 5, ça ne change rien, c'est tellement grand que ça va créer, on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, des contre-coups et qui, pour nous, en tant que moi, c'est mon rôle en tant que syndicat, je sais que je ne fais pas plaisir à tous mes adhérents, je ne fais pas d'unanimité avec ce discours, mais je pense que c'est celui de l'intérêt de la profession et des agriculteurs pour faire ça. Et l'autre point que vous avez soulevé et sur lequel on est totalement d'accord, c'est le problème de la partage de la valeur. On n'est pas là pour déséquilibrer l'agriculture, on est là pour aider les agriculteurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on discute, il y a finalement, dans le partage de valeur, vous l'avez très bien dit, il y a le propriétaire, il y a l'exploitant agricole, et il y a indirectement le monde agricole autour, parce qu'il faut aussi l'aider à accepter ça. Et donc, nous, notre vision était assez simple, hein, c'est pas gênant de faire 3 tiers. Par contre, il faut aussi qu'on régule, ce que je dirais, ce point de départ, sachant que les loyers sont totalement régulés en France, je dirais peut-être même un peu bas, j'en sais rien, mais on ne peut pas dire on va être 20 fois le prix du loyer agricole actuel. Parce que 20 fois ça déséquilibre absolument tout. Donc il faut trouver cet équilibre-là qui pour moi est absolument essentiel. Et c'est là où c'est vraiment cette relation entre professionnels des deux côtés, sachant que de part et d'autre, nous ne faisons pas l'unanimité dans le discours. Et qu'il y a des gens qui penseront que c'est idiot, il faut faire des très très grandes surfaces. Des gens qui disent qu'il ne faut rien faire. Et disent qu'il ne faut rien faire. J'en ai plus qui disent qu'il ne faut rien faire que... Mais nous, on ne cache pas, nous avons besoin de l'agrivoltaïsme. On va pas, si on n'a pas aux objectifs que nous avons de production, l'agrivoltaïsme est une solution qui est intéressante dans la mesure où elle est aussi une chance pour l'agriculture. Et donc pour des exploitants. Mais on ne peut pas, il y a 400 000 exploitations, on ne donnera pas 10 hectares à chacun. Donc il y a un choix à faire, et je imagine que pour vous, ça doit être l'enfer. Ou ça peut l'être. Et c'est un point qui est compliqué. Merci Monsieur Bourg, et on va rebondir aussi sur plusieurs aspects de votre première intervention. Pas tout de suite, mais pour vérifier qu'on a aussi, parce que moi je suis néophyte sur certains des sujets, sur l'encadrement des loyers par rapport à ce que peut rapporter aussi le revenu, etc. C'est très important. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous sur le terrain. Et là, c'est très positif dans un débat
ou une discussion sur comment on accélère les solutions, c'est d'être sur le terrain, ce qui me permet, en insistant sur cette notion de terrain, de me tourner vers Charles Lucci d'Iris Solaris. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vos collègues, c'est pareil pour Triangle Solaire. Hein. Merci Yann. Là, on va parler vraiment aussi pratique et mise en place des solutions. Mais c'est quoi votre vision à Iris Solaris de ce sujet de l'agrivoltaïque et vous êtes vraiment partenaire des agriculteurs. Vous êtes vraiment là pour travailler avec eux depuis le début. Alors, Iris Solaris, on a notre propre vision de l'agrivoltaïsme qui vient de notre développement depuis 15 ans. On est 300 collaborateurs, on a des agences pratiquement au niveau national aujourd'hui, sur tout le territoire. Et on est très lié aux coopératives, aux négociations agricoles et à ce monde-là depuis longtemps. Nous, on considère qu'on fait de l'agrivoltaïsme depuis le début en fournissant des bâtiments agricoles spécifiques. On a une gamme aujourd'hui de 13 bâtiments, adaptés à chaque filière et à tout type et à toute taille d'exploitation. Donc on n'est pas allé forcément sur l'agrivoltaïsme de culture. On n'est pas rentré dans cette autoroute comme certains acteurs hein, qui ont fait ce choix-là. Parce qu'on considère que l'agrivoltaïsme, et j'aime bien l'analyse de M. Windsor sur la partie énergie que le monde agricole historiquement a fourni, parce qu'on va retrouver en fait cet ADN-là aujourd'hui à travers les bâtiments agricoles qui sont dotés de panneaux photovoltaïques aujourd'hui, puisqu'on répond aussi à une pénurie qu'il y avait dans ce monde-là, parce que c'est un investissement pour eux. Et les agriculteurs de demain, ils vont à la fois produire leur agriculture, mais ils vont également produire de l'énergie. Et ça, on est en train de construire un nouveau modèle pour eux. Je peux me permettre, parce que c'est intéressant ce que vous dites, vous fournissez c'est pas juste l'installation des produits photovoltaïques, c'est le bâtiment en entier, c'est ça le produit que... Le produit aujourd'hui, c'est un outil, c'est un vrai outil qui permet d'améliorer la qualité de vie de l'agriculteur, parce que c'est un outil adapté vraiment aujourd'hui à son usage. C'est un outil qui permet aussi de mieux produire. C'est un outil qui permet aussi d'améliorer la rentabilité d'une exploitation, parce que du coup, quand un agriculteur se développe et qu'on vient financer un bâtiment de 3000, 5000 m², c'est de l'argent qu'il a à mettre en moins, lui, personnellement, dans son exploitation. Donc, ça va améliorer son revenu directement, hein, son revenu, son porte-monnaie. Hein. Et nous, on défend cet agrivoltaïsme-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire un agrivoltaïsme de petite puissance, et même, on peut aller sur des gros projets, hein, mais on va développer une gamme de projets agrivoltaïques adaptés du coup pareil à toutes les filières et à tout type et à toute taille d'exploitation, pour que le plus grand nombre puisse être accompagné là-dessus. Parce qu'on parle de synergie à l'agrivoltaïsme avec le mot agricole, mais on oublie que le monde agricole, il est fait d'agriculteurs, qu'il y en a 500 000 aujourd'hui et que demain ils seront encore moins nombreux. Et qu'on est là pour... On espère que non, mais il faut le dire, c'est un engagement de toute la société en faveur de l'agriculture qu'il nous faut. Quand même. Voilà. Donc on doit pousser, on doit être nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on soit un outil aujourd'hui pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer, pour aider les agriculteurs à pérenniser leur activité, et pas forcément, on ne doit pas être forcément être pris pour déséquilibrer l'économie agricole locale, ou comme on dit, favoriser d'un coup quelqu'un qui a 100 hectares et qui, dans 50 ans, va racheter tout le département, quoi. Voilà. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand, localement, un agriculteur a plus de moyens que les autres, eh ben, il rachète tous ses copains à bout de 2 générations. Donc, et il y a moins d'agriculteurs. Donc on est là vraiment pour pousser, nous, l'harmonie territoriale au niveau de ça, donner le plus de chances au plus grand nombre de pérenniser leur activité, et c'est ce qu'on défend à travers notre ADN particulier qui vient à la base du bâtiment, parce que du coup on a voulu faire du bâtiment un peu le fer de lance d'Iris Solaris depuis le début, et on fait plus de 1000 projets par an aujourd'hui sur le territoire, et on veut faire bénéficier notre activité au plus grand nombre. Ça, c'est la première partie, c'est le volet un peu agrivoltaïque. Il y a une deuxième partie sur l'agrivoltaïsme, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire que le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est devenu un équipement pour le monde agricole. Parce que, on le voit, il y a eu la guerre en Ukraine, le tarif d'électricité a augmenté. Certains agriculteurs qui font de la transformation chez eux, des producteurs laitiers par exemple, qui font du fromage, du yaourt, des glaces, enfin qu'importe, ils vont consommer de l'énergie,
sur leur exploitation, et quand ils doivent négocier leur contrat d'électricité et que le prix de l'électricité fait x3, c'est des gens qui sont en difficulté financière à cause, pas de l'agriculture, pas du mauvais temps, pas de la grêle, juste le prix de l'énergie. Et aujourd'hui, nous, on devient équipementier du monde agricole aussi, et on permet aux agriculteurs, du coup, au lieu d'acheter des tracteurs, d'acheter du coup un équipement de production d'électricité pour fixer le prix de l'énergie, pour mieux maîtriser du coup leur entreprise, parce que c'est des entreprises, les agriculteurs sont des entrepreneurs aujourd'hui, et les jeunes agriculteurs sont de plus en plus entrepreneurs. Nous on le voit, on fait pas mal d'événements agricoles, on fait plus de 90 événements par an, donc on est très liés sur ce territoire-là. Et de facto, l'agrivoltaïsme, c'est tout ça. C'est pas que d'améliorer les cultures, d'améliorer l'ombrage, c'est pas que ça. Il faut penser aux agriculteurs, il faut penser à l'entreprise, il faut penser... c'est vraiment un 360 qu'il faut faire, et la réflexion, elle doit être faite dans ce sens-là, parce que sinon, on va passer à côté de plein de choses. Et si on doit aller dans le sens un peu du thème, c'est-à-dire l'accélération de la transition énergétique, on ne peut pas accélérer la transition énergétique avec l'agrivoltaïsme s'il n'y a pas d'agriculteurs. Oui. D'accord ? Je vous remercie, Monsieur Nucci, de terminer sur ce rappel. Et ce qui est super dans cette discussion, c'est que on voit à quel point il y a un besoin de répondre à la question énergétique, mais aussi d'engagement sociétal envers l'agriculture, qui est à rappeler, en dehors même de cette discussion, parce que je pense que il n'y a personne dans la salle qui est favorable à ce que nous continuions à perdre le nombre d'agriculteurs et de fermes chaque année. C'est 10 000 fermes par an qui sont perdues. Donc c'est une réalité, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Et ce n'est pas, à titre personnel, mon souhait. Là, je sors un tout petit peu de ma casquette d'animateur, mais étant maintenant dans la ruralité, je vois l'importance de soutenir tous et toutes ce magnifique secteur. Mais moi, j'entends que vous ne voulez pas voir le nombre de fermes disparaître. Est-ce que vous êtes prêt à traire 7 jours sur 7 Oui. 7 jours sur 7, oui, 60 vaches tous les ans sans avoir les moyens de vous payer un salarié. Non, mais et donc ça, je reviendrai tout à l'heure. Oui. Et donc à un moment, accepter aussi le regroupement des exploitations et l'agrandissement des fermes, c'est aussi rendre le métier un peu plus vivable dans un certain nombre de cas. Donc je partage pas totalement. Moi, l'agriculteur, je partage pas complètement vos propos. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire des mastodontes. Mais j'ai pas du tout dire. Mais dire qu'on veut pas voir le nombre de fermes diminuer, je suis pas sûr que ce soit un service que vous rendiez à l'agriculture. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion parce qu'après je vais empiéter sur mon rôle d'animateur. Mais Monsieur Windsor, juste pour clarifier, je dois être politiquement facile. Non, mais vous exprimez, vous donnez votre avis en tant qu'animateur. Donc je me permets mais je ne vais pas dire que je m'excuse, mais ce que je voulais dire, Monsieur Windsor, tout simplement, c'était que nous sommes insuffisamment dans un débat global constant sur le soutien à l'agriculture aujourd'hui. En revanche, ce que vous insinuez, c'est que j'ai dit qu'il fallait des fermes plus petites. Non, que vous avez dit qu'il fallait arrêter la disparition du nombre d'agriculteurs. Oui, j'adore les agriculteurs et je trouve que c'est dommage ce qu'il y en ait de moins en moins. Mais on peut débattre de ça dans quelques instants si vous le souhaitez. Au contraire. On le fera après. Vous avez raison. Mais c'est difficile de l'éviter totalement parce qu'on est quand même en plein dedans. Par contre, je ne vais pas créer trop de frustration pour M. Gauthier. Olivier Gauthier, merci, directeur de Triangle Solaire. Mais est-ce que vous avez écouté l'ensemble des débats? Donc je vais vous poser la même question sur les solutions selon vous à généraliser, augmenter, mais peut-être vous voulez aussi réagir sur les propos des uns et des autres. Donc je vous en prie, M. Gauthier, je vous pose cette question générale. Donc c'est vrai que quand on arrive en dernier, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a pas mal de choses à aborder. Remettre un peu le cadre. Donc c'est vrai que l'agrivoltaïsme, entre guillemets, il y a plusieurs manières de le concevoir. Sur la version triangle, on est des charpentiers métalliques d'origine, donc on a commencé bâtiment, ça fait 30 ans, un petit peu plus, mais dans le même principe que mon confrère IS Solaris. Donc on accompagne nos clients depuis pas mal d'années. Et au fur et à mesure, on a mis des produits en réponse à la demande de nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé le bâtiment, on a la partie aujourd'hui volaille qui est beaucoup plus compliquée, où on ne peut pas mettre de panneaux solaires sur des bâtiments volailles pour des questions de sécurité, d'assurance. Donc on a essayé de trouver comment faire de l'autoconsommation sur site. Donc on est parti sur des parcours volières, on évolue au fur et à mesure, donc on part de petit, on reprend un petit peu le discours de Barack Obama hier, c'est petit à petit qu'on arrive à faire des choses.
Aujourd'hui, on est dans l'approche aussi agrivoltaïque, on va dire sur l'accompagnement. La priorité aujourd'hui, donc après c'est les questions d'éthique, on parlait de priorité filière. Est-ce qu'on va sur du céréalier? Nous, on est bosseron. Donc, est-ce qu'on va faire de la plaine accompagnée avec du tracker ou autre chose? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément notre schéma ou notre vision. On est plus à vouloir défendre l'élevage, qui est pour nous une des priorités, je pense, de soutien aujourd'hui. Et où c'est relativement simple, efficient. C'est facile de mettre des ombrières à vaches, de ramener de l'irrigation de l'eau pour l'abreuvement, etc. sur place, on ira voir l'ombre. On voit très bien que sur les parcours volailles, en label, vous sortez, on dirait un poulet, dès l'instant qu'il y a de l'ombre, il part à l'ombre. Donc c'est aussi du bien-être, c'est pas fait pour rien. Nous, quand il fait trop chaud, on va s'abriter. Donc c'est grosso modo observer les choses pour rendre intelligent le placement produit. C'est pas mettre du solaire pour du solaire, même si on en a besoin. Il y a des réponses, hein. Il y a une volumétrie à faire. On est énergéticien, donc on ne se cache pas non plus, on a besoin de poser du solaire. Mais c'est comment réfléchir. Et après, la question de priorité, donc il y a la partie sensibilisation. Est-ce qu'on va plus sur l'élevage, on va dire sur du maraîchage, etc. pour accompagner. On peut mettre du parc grêle, etc. Donc il y a pas mal de confort qu'on peut améliorer et puis éviter les risques climatiques. Et après, il y a la question d'implantation. C'est-à-dire que si on va chercher, on parle de frein de développement, si on va chercher des gros projets, les gros projets aujourd'hui, c'est très facile pour nous d'aller les rationaliser par rapport à un raccordement sur un poste source. Donc on n'a pas trop de problèmes, on peut rationaliser, mais malgré les problèmes de poste RTE, etc., mais on a d'autres problèmes derrière, mais c'est-à-dire qu'on a une certaine souplesse quand même. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on part sur des projets de 10 mégas, de plus de 10 mégas, inférieurs. Aujourd'hui, nous, on est beaucoup sur l'accompagnement individuel de petits projets. Donc, on n'est pas forcément sur ce que M. Windsor sortait sur le collectif, qui a encore une autre vision, qui permet de faire du gros projet, rationaliser, aller chercher une grosse enveloppe. Mais on voit aujourd'hui que passer un projet, c'est 3 ans. On a automatiquement une génération à amener. Donc, on est sur la pénalisation de l'exploitation. Et on voit souvent qu'un GAEC aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Il faut racheter des parts, il faut sortir. Donc se rassembler aujourd'hui, est-ce que c'est louable dans l'avenir? C'est toujours compliqué. Et chacun n'a pas la même vision. On va avoir un client. Il y a des clients qui vont, entre guillemets, qui sont prêts à s'associer, d'autres qui veulent pas l'entendre. Où c'est des risques supplémentaires. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale. Et aujourd'hui, je pense que c'est le problème de l'agrivoltaïsme. Il n'y a pas une vision. Et on peut, je pense, tous autour de la table, avoir une vision complètement différente des choses. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on s'adapte et on a un cadre qui va mûrir au fur et à mesure. Et c'est ça qu'il faut qu'on accepte. Donc aujourd'hui, c'est la priorité, c'est pour faire la réponse puissance à livrer. C'est par où on commence. Quelles sont les priorités? Si on donne une priorité élevage, on va dire ça va aussi avec du soutien direct qui pourrait être fait. Comment on le fait? Comment on le gère? Est-ce que ça part par le ministère? Est-ce que c'est les énergéticiens qui vont venir soutenir la filière? C'est tout un schéma, tout un gros débat. Donc là, tout le monde est partie prenante, je pense, pour cette aventure. Mais on peut prendre rendez-vous dans 3-4 ans. Ce qu'on dit aujourd'hui ne sera plus forcément vrai. C'est-à-dire qu'on est en mutation, on va suivre le monde agricole, qui est en transition aussi, transition énergétique en plus. Donc on a 2 transitions qui se croisent. Et ça va être, je pense, passionnant. C'est peut-être pour ça que la salle est pleine d'ailleurs. On a un problème de foncier dans l'agriculture, mais aussi dans la salle, il n'y a pas assez de place. Je m'excuse pour les personnes qui écoutent de l'extérieur. Si vous levez la main pour poser une question, vous aurez la priorité. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de compenser le fait qu'il n'y ait pas assez de salle pour de place dans la salle. Excusez-nous. Merci, Monsieur Gauthier. Alors, nous avons encore une 40aine de minutes et je pourrais vous poser la question sur quel frein devrait-on lever. En revanche, vos premières interventions étaient tellement riches. Moi, j'ai l'impression que si je pose la question à la salle, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, que ça va être très riche en main levée. Et j'ai un peu envie de tenter cela. Et ce que je vous propose aussi, c'est... Je vois que vous voulez vous réagir sur plein de propos. Si vous voulez bien intégrer ça peut-être dans des réponses aussi aux personnes, parce que vous êtes tellement nombreux, je trouve que c'est chouette d'essayer de jouer collectif dans ce sens-là. Alors, on va prendre des questions par 3, comme ça on crée un petit peu d'efficacité aussi. S'il vous plaît,
les questions, c'est bien si c'est un peu court et si c'est pas juste une anecdote ou un témoignage. C'est pas pour dire qu'on n'est pas intéressé, c'est juste si tout le monde fait ça, nos chers intervenants ne vont pas pouvoir aborder les sujets qui fâchent ou qui inspirent. Ainsi, qui souhaiterait poser des questions à nos chers intervenants dans la salle? Je vois une question là, une question juste à côté. Très bien, on va faire efficace. Le micro, est-ce qu'il peut... Mais en fait, je suis tout seul pour le micro, donc je demande. Je vais me déplacer, j'ai ravi de le faire, ça me fait faire du sport. Et après, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dehors? J'ai vu votre main, super. Très bien. 1, 2, 3, 4. On va faire 1, 2, 3, 4. Très bien. Je vais prendre mon petit cahier, puisque si jamais vous faites noter les mots-clés pour pas que je les oublie. Galanterie oblige. Bonjour, première question. Où en est-on du cadre réglementaire sur l'agrivoltaïsme et parution des décrets? Vous avez vu mes notes. Super. Le cadre réglementaire. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà quelques retours en termes de nombre de projets, en nombre, en puissance, et déjà quelques statistiques, s'il peut y en avoir, sur des retours plus ou moins positifs? Cadre réglementaire et statistique. J'espère que vous êtes prêts, chers amis, par ici. Oui, merci. Vous disiez, tout ça évolue très très vite. Dans 3-4 ans, vos propos, ça se trouve, devront être mis à jour. Justement, on a un marché régulé de l'énergie au niveau européen. Comment on intègre ça dans les projets de pause dans l'agrivoltaïsme? Merci. Et on va pas écouter la règle que j'ai donnée, on va faire une 4e, parce que vous avez été très très bon élève, chers amis. Merci beaucoup sur vos questions extrêmement concises. Bonjour. Je voulais avoir votre point de vue. Comment envisager justement un encadrement des loyers sur les surfaces et parcelles agricoles pour protéger la nouvelle génération d'agriculteurs notamment? Voilà, chers messieurs, là c'est la jungle en ce qui concerne qui veut répondre en premier. Vous avez le droit de... Les statistiques, je veux bien. Oui. Monsieur Bourg, Monsieur Windsor, juste après peut-être. Vous choisissez vos questions. Si vous avez besoin que je vous les rappelle, je me ferai ce plaisir-là. On a eu une question sur le cadre réglementaire. Alors, le cadre réglementaire tel qu'il est fait, il y a le décret et l'arrêté sont au CSE, qui est un passage... le CSE, juste pour qu'on soit clair sur ce que c'est. Pour chaque fois, c'est le Conseil supérieur de l'énergie. Il y a un néophyte dans la salle, c'est moi, et tout le monde... Oui, je me plante chapeau aussi. Donc, Conseil supérieur de l'énergie. Donc, il passe là à la fin du mois, et en toute logique, il n'y a pas encore la réponse du Conseil d'État à ma connaissance, mais les bruits disent que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, c'est plus ou moins annoncé pour des textes à la fin du mois d'avril. Je dis bien, on nous a annoncé en mois de janvier, février. Maintenant, on est avril. Vous le prenez comme vous voulez, mais c'est ce qui est annoncé actuellement. Le deuxième point sur les statistiques. Alors, je ne vais pas vous donner des statistiques en chiffres parce qu'on ne les a pas, c'est récent. Par contre, je vais vous donner le retour de certaines DDT. Donc, ce sont eux qui instruisent et chez qui on dépose les dossiers et qui m'ont dit, du jour au lendemain, on a été multiplié par 4-5 le nombre de dossiers qu'ils avaient et que dans beaucoup de départements, on dépasse les 100 dossiers. Donc, inutile de dire que l'agrivoltaïsme a rencontré un certain succès des deux côtés, mais ça ne veut pas dire que tous ces dossiers soient de bonne qualité, loin de là. Donc, on revient un peu à la question qu'on a abordée, qui est de dire, est-ce qu'on laisse toujours ça en open bar, avec le risque qu'on connaît, ou est-ce qu'on cherche un petit peu à réguler ça d'une façon ou d'une autre? Et sur l'autre point, mais ça, je laisserai certainement plus M. Médor en parler, sur le problème, effectivement, de l'encadrement et notamment du partage de valeur. Normalement, le Code rural prévoit que les loyers soient totalement encadrés. Là, en toute logique, l'agrivoltaïsme est lié au Code rural et à l'agriculture. Donc, si on va jusqu'au bout, et si la loi ne prévoit pas autre chose, pour moi, on est borderline. Donc, il faudrait que la loi prévoie effectivement... On est sur le sujet. Quelque chose là-dedans. Et nous, on n'est pas du tout défavorable à ce que j'ai dit, qu'il soit encadré et que, quelque part, il sert de référence à tout ce qui peut être réparti avec l'exploitant agricole et avec, je dirais, plus
globalement le monde agricole, parce qu'on considère aussi qu'effectivement, il faut que tout le monde en puisse en profiter, et pas uniquement l'exploitant et le propriétaire. Monsieur Windsor, vous voulez réagir? Peut-être sur plusieurs points. D'abord, pour clore le débat quand même sur le nombre d'agriculteurs. Il y a moitié moins d'agriculteurs que dans la génération de mes parents. Croyez-moi que si je devais faire la même chose que ce qu'ont fait mes parents, je ne me serais pas installé comme agriculteur et je n'aurais pas trouvé d'épouse. Non mais je le dis. Donc, à un moment, il ne faut pas faire voilà, je ne suis pas pour un agrandissement des exploitations, mais il faut aussi accepter la réalité de l'évolution du monde. L'agrivoltaïsme est une chance pour faire du développement vertical, c'est-à-dire pas du développement en surface, mais aller créer des projets. Notamment, et les deux personnes, et c'est là que moi je vais quand même scinder l'agrivoltaïsme en plusieurs morceaux, notamment par exemple toute la partie bâtiment, ça a permis de moderniser les bâtiments d'exploitation à moindre coût, et ça a accéléré une modernisation voilà. Et je ne veux pas parler de mon exemple, mais j'ai développé un atelier pour faire de la vente directe et de la transformation de produits. Il est couvert par du photovoltaïque. Ça m'a permis de développer cet atelier de transformation à moindre frais. Voilà. Après, il y a quand même, dans ce qui a été présenté, trois choses. Parce que la couverture sur des bâtiments, etc., en gros, elle ne vient pas prendre, sauf si le bâtiment est un alibi, et ça, on est plutôt contre, mais si le bâtiment a une vraie utilité, ce n'est pas de l'emprise en lieu et place de production agricole, c'est juste de la modernisation de l'exploitation, et dessus, on met du photovoltaïque, ça améliore la rentabilité, c'est tout bénéfice pour tout le monde, on a intérêt à le faire. Voilà, avec peut-être un point, c'est d'arriver un peu mieux à gérer la partie autoconsommation. Parce que pour avoir des bâtiments avec de l'agrivoltaïsme, je me pose quand même la question de mettre un tracker à côté. Parce que quand j'ai un bâtiment et que c'est pas toujours simple de autoconsommer un petit bout et de revendre le reste, notamment avec des règles tarifaires qui n'incitent pas forcément à faire ça, ou des installations qui peuvent rendre ça un peu plus compliqué, ou des acteurs qui, quand ils vous vendent le projet, ont envie de revendre l'énergie parce que c'est plus simple que de faire un bout d'autoconsommation, et c'est probablement plus... Voilà. Exactement. Enfin, voilà. Moi, j'ai un élevage, je suis autoconsommateur, mais d'une toute petite part, et du coup, c'est assez simple, assez compliqué à gérer. Vous voulez juste répondre là, souvent, ça fait fragmenter une centrale pour répondre et puis se caler, on dirait, à la puissance du compteur. Donc, si vous avez un 36 kVA, c'est avoir un 36 kVA livré d'un côté, parce qu'on ne pourra pas faire plus en surplus. Et en général, un bâtiment, on est au moins sur du 100 kg, 300 kg aujourd'hui, souvent en livraison. Donc, soit on fragmente, soit on fait un truc annexe, quoi. Après, aujourd'hui, pour aller dans ce que vous dites sur la partie autoconsommation, sur une exploitation, on va dire qu'un bâtiment, c'est un projet en lui-même. Oui. Et quand on vient financer un bâtiment, l'énergéticien, il en attend un revenu. C'est logique. Voilà. Donc, sur la partie autoconsommation, l'agrivoltaïsme en tant que tel, aujourd'hui, si on peut cumuler plusieurs projets sur une même exploitation, on peut avoir d'un côté un projet de bâtiment avec du coup l'autofinancement du bâtiment pour l'agriculteur, et de l'autre côté de l'agrivoltaïsme, mais mettons de petite capacité pour faire une aire de manutention pour un exploitant ou une aire d'ombrage juste pour de l'enfouragement et les abreuvoirs pour protéger son élevage, mais pas forcément sur des hectares. Et sur ces petits projets-là, qui sont pas trop loin de l'exploitation, on peut imaginer de l'autoconsommation. À ce moment-là, c'est des projets qui peuvent se pluguer les uns après les autres dans le temps, pas alourdir financièrement l'agriculteur, mais au final, ça lui laisse aussi le temps de réfléchir à son projet, de savoir comment l'adapter, et de dire, là je vais faire mon bâtiment, après je vais traiter de l'autoconsommation, après je vais traiter... et de faire les choses au fur et à mesure, mais... En tout cas, c'est un vrai diagnostic qu'on peut... En tout cas, on a besoin d'avancer sur cette partie-là, parce que le monde agricole, en particulier le monde de l'élevage, est souvent avec des consommations énergétiques relativement significatives. Les augmentations d'énergie qu'on a pu voir ont pu mettre la rentabilité des exploitations agricoles en difficulté, et offrir des solutions aux agriculteurs pour sécuriser le prix de l'énergie, c'est un sujet majeur, sauf que souvent les surfaces de toiture, quand on le fait sur de la toiture, font qu'on dépasse très largement le sujet de l'autoconsommation. Mais je referme le sujet du bâtiment. Après, on a tout le sujet sur le foncier agricole, puisque la question m'est posée aussi sur le loyer, etc. Et là, moi, je sépare vraiment deux choses. Soit c'est un projet de photovoltaïque au sol, et là, notre position, elle est très claire, c'est pas de photovoltaïque au sol sur des terres productives.
en lieu et place de la production. Mais c'est le seul cas où on a à payer un loyer. Quand on fait de l'agrivoltaïsme sur une terre qui reste une terre de production agricole, le loyer il est bien payé par l'agriculteur au propriétaire. Il faut qu'on rentre dans une rémunération de la mise à disposition du terrain pour mettre... Voilà, mais ce n'est pas un loyer de location de terre. L'énergéticien ne loue pas la terre à l'agriculteur. La terre doit rester un sujet de production. Pour autant, ça nécessite absolument de faire bouger le droit rural et de faire évoluer les choses pour caler cette rémunération. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour mettre ce type de choses, il faut l'accord du propriétaire, etc. Et on est très borderline dans ce qu'on fait, voire on n'est pas dans les clous. Donc on a une réflexion en cours avec le ministère de l'Agriculture pour faire aboutir ou faire évoluer le droit pour le régler dans et au sein du bail agricole, pouvoir y mettre des éléments de photovoltaïque. Mais je veux le dire quand même, on n'est pas en train, dans de l'agrivoltaïsme, de louer la terre puisqu'elle doit rester en production. Autre petit élément, du coup, il faut peut-être comparer au prix du loyer, mais du coup, il faut probablement un peu plus comparer au prix de la rentabilité de la culture. Puisque l'exploitant agricole, il va payer son loyer de toute façon, mais le vrai débat qu'il va avoir, c'est quel revenu il va tirer de l'énergie et quel revenu il va tirer de la culture. Et donc, j'ai entendu vos propos sur le facteur 20 par rapport au loyer. Moi, je dis, le principal enjeu, c'est de rester dans des proportions justifiables entre le revenu agricole et le revenu énergétique, pour éviter des basculements trop forts ou des tentatives de projets qui seront des alibis, parce que le revenu énergétique est beaucoup plus fort. Et donc moi, je fais beaucoup plus la comparaison par rapport au revenu agricole que par rapport au loyer de la terre, qui est un sujet annexe. Il n'empêche qu'il faut avancer là-dessus. Hein. Je n'ai pas de débat sur comment on fait bouger le droit rural sur ces aspects-là. Et puis, un dernier point, puisque vous avez parlé d'élevage en disant faire de l'ombre, etc. Quand on est un humain, en été, on va se mettre à l'ombre. Je veux juste peut-être reclarifier aussi les choses. L'herbe, pour la vache, ce n'est pas qu'une aire de promenade, c'est aussi ce qui lui sert de nourriture. Et dans les points de désaccord qu'on peut avoir aujourd'hui sur le texte qui va encadrer l'agrivoltaïsme le jour où il sortira, c'est que pour nous, l'herbe reste une production. Et donc, même quand on fait de l'agrivoltaïsme sur de l'herbe, on doit s'assurer qu'on n'a pas de perte de production de l'herbe. Ça n'est pas différent d'une culture. Parce que la vache, si elle ne mange pas... On est tous d'accord. Hein. Oui, on est tous d'accord, mais voilà. Et puis... Je peux me permettre de poser la question de manière générale, comment se conduit ce dialogue? Là, on est en microcosme de dialogue ou pas, peut-être qu'il n'existe pas suffisamment, parce que là, on a touché sur une petite dizaine de sujets techniques que si on les oublie, on a une instance de dialogue aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, avec les syndicats agricoles et les organisations agricoles, autour de 2 sujets. Cette modification du droit rural pour savoir quel type de bail, comment on fait évoluer les choses. Et le deuxième sujet qu'on travaille avec eux, c'est le partage de la valeur sur déjà la première échelle, partage de la valeur propriétaire, occupant, etc. Ces 2 sujets-là, ils sont en discussion aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Énergie aussi. Non, plus maintenant, mais j'allais dire sur le ton de la boutade, on a commencé la discussion avec le ministère de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, on continue la discussion avec le ministère de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher. Voilà. Mais c'est une question générale sans aucune accusation. Non, une invitation on a besoin de rentrer dans un dialogue beaucoup plus fort que celui qu'on a aujourd'hui, maintenant qu'on avance sur ces textes-là. J'ai l'impression que vous vouliez réagir, Daniel Beau. Je me trompe. Moi, j'ai quelques questions, mais je continue sur cette très bonne méthode. Vous faites le travail pour moi, c'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 2 questions juste devant. Ils vont propriétaire un jour ou l'autre de leur projet. Ok. Ils vont bénéficier de... je vais faire... Pardon. Ah, très bien. Mais je vais vous donner le micro, à vous, puis ici. Personne de l'extérieur? Et tout au fond. Bah, on en a 5. Très bien. Je me souviens de vous 2 et on fait ces 3-là juste là tout de suite. On a encore le temps. Ma question c'était, parce qu'elle n'a pas été comprise, comment justement vous disiez on va proposer à un agriculteur par rapport à ses rendements de ses cultures un retour sur la rente de sa parcelle agrivoltaïque. Mais comment vous faites pour garantir ça quand on a un marché de l'électricité qui n'arrête pas de fluctuer, notamment avec
ces marchés européens? Là, on est dans un système qui est propre à l'ensemble des projets photovoltaïques, hein, c'est pas propre à l'agrivoltaïque. C'est que une grande partie de ces centrales passent par des appels d'offres avec l'État sur une durée de 20 ans, donc qui donne une grande visibilité, et ce qui permet d'amortir complètement le terrain. Alors, j'insiste, ce n'est pas des subventions. On est dans un système de garantie, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que l'État, et c'est une garantie qui est très importante, je ne veux absolument pas la mésestimer, mais si on prend ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière, nous avons, le marché étant beaucoup plus fort, on a ramené beaucoup d'argent au ministère. C'est-à-dire qu'en un an, on a quasiment remboursé tout ce qui avait été dépensé avant. Et là, maintenant, on continue. Hein, le marché est toujours au-dessus, en général, du prix des centrales solaires, notamment au sol. Donc, le problème n'est pas la durabilité et la visibilité, parce qu'honnêtement, elle est bonne et elle marche bien en France. La question que vous dites, c'est est-ce que l'agrivoltaïsme va changer les objectifs? Pour moi, ça va y participer, ça peut effectivement accélérer. Ça ne remet absolument pas en cause les grands objectifs. Nous, s'il y en a, on va plutôt pousser pour montrer qu'on peut aller vite et faire plus, et d'éviter les crises qu'on a eues l'année dernière sur le coût de l'électricité qui explose. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est que si on fait des très grandes centrales, là, ce ne sera plus directement l'État qui le fera, ce sera indirectement des acheteurs qui sont des industriels et sur lesquels il y aura aussi le même principe d'une durée de 20 ans, pas forcément la même signature que peut avoir l'État vis-à-vis des banques. Merci, M. Bourg. Oui, bonjour. Juste une question pour M. Windsor concernant la cohabitation des GFA et d'une activité photovoltaïque, puisque sur les GFA, on doit se tenir une activité exclusivement agricole. Justement, c'est ce que je disais dans les discussions. Excusez-moi, parce que ça complète. Vous avez parlé du ministère de l'Agriculture, mais je crois que vous avez omis notre ministère des Finances, Bercy, parce que c'est une vraie inquiétude quand aujourd'hui des agriculteurs partent sur des projets agrivoltaïques. Je crois qu'il serait quand même judicieux de scinder la production agricole, hein, et tant mieux si l'agrivoltaïsme apporte un service. Mais la partie industrielle et commerciale n'a rien à voir avec la partie agricole. Et là, on va être dans une fiscalité complètement différente, mais qui est complètement occultée aujourd'hui. Et donc, je rappelle aussi au représentant syndical que vous êtes, M. Denerplan, on a le souvenir de 2010 où il s'est fait tout et n'importe quoi. Ça a terni l'image du photovoltaïque. Et là, aujourd'hui, dans les campagnes, on a encore plein de sociétés de développeurs qui courtisent des agriculteurs. Et je sais bien que chez les agriculteurs, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi, mais il serait bon de faire le ménage parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui proposent des sommes astronomiques, qui vont revendre à d'autres sociétés leurs projets. Donc, attention, il y a des agriculteurs qui sont seuls, isolés, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est le rôle des chambres d'agriculture, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos campagnes. Mais l'aspect fiscalité nous semble très important à la succession. Quand vous avez une terre, moi je viens d'une zone intermédiaire Centre-France, où on est à 1200 € de produits bruts hectare, et quand vous allez transmettre une terre où on produit entre 50 et 80 000 € de recettes de photovoltaïque. Et là, il y a quand même une vraie inquiétude. C'était bien le sens de ma remarque. Il ne fallait pas comparer au loyer, mais à la valeur de la production. Juste sur la partie foncier, quand je dis on a besoin de revoir des éléments sur les baux, etc., c'est y compris les GFA, etc., pour permettre ce genre de choses. On cherche aussi des systèmes de portage mixte autour de GUFA. On a dans 4-5 départements des expérimentations sur des portages collectifs. On est en train d'essayer de faire quelque part un rétexte de ces méthodes, quel portage collectif pour quel type de projet, et on essaye d'avancer un peu là-dessus. Quant à l'aspect fiscal, vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, en général, l'agriculteur le sait, parce que la première chose qu'il fait quand il fait de la production photovoltaïque chez lui, c'est de commencer par regarder sur quel montage financier il le fait, quel type de société, etc. Et au moins, quand il est lui-même investisseur, il ne le fait pas toujours sur l'exploitation agricole. Donc oui, on a besoin de clarifier les choses.
les deux seront liés. Mais dans l'état actuel, notre discussion, elle est plus avec le ministère de l'Agriculture. Le dernier point quand même, qui est aussi majeur pour nous, c'est le rôle de régulation qu'on va devoir avoir sur le terrain, puisque en fait, il est dit, la CDPENAF donnera son avis sur l'ensemble des projets d'agrivoltaïsme. Les chambres, on est très présents dans les CDPENAF. Et là aussi, on essaye de se donner une doctrine, je l'ai dit tout à l'heure, avec des croissances, des vitesses, etc. Mais aussi comment on fait le tri entre le projet Alibi, qui ne serait généré que par un revenu bien supérieur à la production, et le projet qui, à l'inverse, est un projet qui va créer de la valeur sur l'exploitation, qui va permettre de limiter des coûts de chaleur, permettre aux vaches d'aller mieux pâturer, ou permettre de faire un bâtiment ou des serres que l'agriculteur ne se serait pas payé s'il avait dû investir tout seul. On essaye de se donner un certain nombre de règles, et on va devoir former nos agriculteurs et à ces règles et à l'examen des dossiers pour essayer d'être le plus pertinent possible en CDPENAF. Mon inquiétude, elle est sur la période actuelle aussi, où il y a une pression très forte de tous les projets que vous avez cités tout à l'heure qui sont restés dans les tuyaux. Et si les décrets ne sortent pas, la pression continue à monter tous les jours un peu plus pour voir ces projets sortir, avec le risque à un moment ou d'un embouteillage en CDPENAF, ou voir que les projets ne passent pas en CDPENAF parce que les gens sont plus prêts à attendre et qu'il y a une pression forte. Monsieur Beau. L'embouteillage est déjà là. Oui. Et ça a des répercussions. Alors je dis ça pour les développeurs, ça a des répercussions sur l'ensemble des dossiers, y compris ceux qui ne sont pas agrivoltaïques, parce que les DDT, il y a une multiplication des projets, mais il n'y a pas une multiplication des effectifs. Sur le micro. Donc on arrive à ce que sur le terrain, s'il n'y a pas cette régulation, nous, je le dis vraiment, on aspire à une vraie régulation, à ce que les développeurs et les agriculteurs connaissent les règles avant. Parce que là, on dit que c'est des CDPENAF, mais pour arriver en CDPENAF, c'est des dossiers, je ne suis pas sûr. Ça va revenir. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien actuellement, parce qu'il y a plein de dossiers qui vont aller en CDPENAF qui vont se faire étendre. Ça veut dire beaucoup d'agriculteurs qui vont être déçus. Et donc, ça a aussi des répercussions, je dirais, sociologiques et ainsi de suite. Et donc, on ferait mieux, dès l'amont, de dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Le fait de ne pas avoir voulu orienter du tout l'agrivoltaïsme sur tel type d'exploitation, quelle qu'elle soit. Moi, on n'a pas, nous, à se prononcer là-dessus, mais on a simplement à dire le côté totalement général aboutit à ce qu'il y a tous les dossiers aboutissent là actuellement, et qu'on a une sorte de... Mais si je cumule 100 dossiers sur la France, vous le faites, ça fait 10 000 dossiers qui vont exister sur la France si on prend 100 départements. Ça marche pas, quoi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On a quasiment dans tous les départements une doctrine sur comment on va donner la parole à ces deux messieurs patients. Je ne veux pas vous couper parce que je vous laisserai évidemment répondre. Peut-être que vous pouvez intégrer dans leurs questions. J'ai une question ici, une question derrière. Merci, messieurs. Je vous remercie parce que le son, en plus, il a eu des petites lacunes. Voilà, c'est ça. J'ai une question pour les chambres d'agriculture, s'il vous plaît. Quel est le retour des chambres en fait, sur les 200 sites d'expérimentation qui sont déjà en place en termes soit d'amélioration, soit de diminution des rendements? Et si vous pouvez préciser votre réponse par type de production, s'il vous plaît, en termes d'arbos, viti et ainsi de suite. Mais pour vous donner une réponse, pardon. C'est très gentil, monsieur Windsor, vous avez compris. Si je peux juste permettre à ce monsieur de la poser, et après je vous laisse répondre. Oui, bonjour. C'est toujours pour monsieur Windsor, en fait. Et je vais lui apporter une réponse, mais très rapide. La solution pour la répartition de l'autoconsommation, elle existe. Ça s'appelle l'autoconsommation collective et on s'affranchit de tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir de câbles, etc. Enedis l'explique très bien dans ses tutos. Et ça fonctionne. Donc ça répond à ce problème-là que vous évoquiez tout à l'heure. Et le deuxième, je trouve qu'on parle d'un point de vue peut-être un peu trop développeur ici. Il ne faut pas oublier que les banques adorent financer les agriculteurs quand ils veulent investir eux-mêmes. Et ça élude beaucoup de problèmes d'acceptabilité, etc., quand c'est eux-mêmes qui portent leurs projets et qui sont accompagnés. Voilà, c'est tout. Donc là, je vous en prie, monsieur Windsor, vous avez été sollicité 2 fois. Juste, pour le coup,
Sur l'autoconsommation collective, justement, on est dans le retour d'expérience que je citais, on est aussi en train de regarder quelques projets qui ont été bâtis comme ça, ou qui essayent d'être bâtis comme ça. Et alors, pour le coup, je ne peux que approuver à 500% ce que vous venez de dire. Je pense qu'on encourage, et y compris dans les choix en CDPNAF, la part ou l'implication de l'agriculteur dans le projet sera aussi un sujet important à regarder pour nous, pour s'assurer qu'il est porteur du partage enfin, voilà, c'est une des meilleures règles et une des meilleures garanties du partage de la valeur, qu'il soit co-investisseur au moins, si ce n'est seul investisseur dans le projet. Voilà. Sur les résultats des expérimentations, je ne peux pas vous résumer les résultats des expérimentations comme ça, parce que l'expérimentation, elle est différente selon le type de choses qui est testé, selon le type d'installation qui est testé, l'endroit où elle est située, la production qu'il y a en dessous, etc. Juste dire quand même que sur nos 200 expérimentations, il y en a quasiment la moitié qui ont moins d'1 an de recul. On a dans des choses sur lesquelles on a du recul, de tout. Des endroits où on s'est aperçu de problèmes au bout de 3 ans, par exemple, en viticulture, on voit un effet assez bénéfique de la protection contre les coups de chaleur. Mais encore une fois, ça dépend du système, de la part de surface qui est couverte. Est-ce que c'est des panneaux orientables ou pas? Donc c'est très difficile de vous faire une réponse. Mais on voit des cas où on a des choses qui marchent contre de la protection de chaleur, de coups de chaud, contre de la protection de gel, mais qui peuvent, à un moment, s'ils sont mal pilotés, générer des pertes au mois de mars sur la croissance des bourgeons, qui vont se répercuter, puisque la vigne fait ses grappes sur les bourgeons de l'année précédente, qui vont se répercuter en année N+2 sur moins de grappes. Voilà, donc c'est quand même, on est quasiment obligé de regarder au cas par cas, mais on a des cas et assez significatifs où il y a peu de pertes de rendement, voire un certain nombre de cas, quand on choisit bien la parcelle, etc., où on peut avoir de l'amélioration par de la protection contre les coups de chaud. Alors les expérimentations, il faut aussi se dire qu'on en a un peu plus dans le sud que dans le nord à date. Ça commence à monter un peu. Voilà. Et puis on en a beaucoup plus sur de l'herbe ou sur de l'élevage qu'on en a sur des grandes cultures, même si les choses commencent à arriver. On en a sur de l'arbo. Et sur de l'arbo, on a aussi des choses qui sont intéressantes. Et là, on va rejoindre ce que vous disiez, c'est un peu comme le sujet du bâtiment. En arboriculture, le panneau, il peut pas forcément amener beaucoup d'amélioration ou de pertes, mais il peut permettre de générer des investissements qui vont permettre d'y accrocher des filets paragrêles, des choses comme ça, et qui vont permettre de limiter le coût de la protection que l'agriculteur mettra contre d'autres incidents climatiques. Tout un champ d'innovation technique aussi. Ouais. Très et puis alors le dernier point, c'est que oui, je vous en prie. Les choses évoluent, mais y compris dans une expérimentation. Hein, vous pouvez faire une expérimentation une année sur des panneaux qui peuvent bouger, par exemple. Vous changez les règles de pilotage, c'est pas si ça marche plus, mais en tout cas où ça marche mieux, parce qu'en général quand vous les changez, c'est plutôt pour essayer d'améliorer. Ça marche mieux, mais du coup il faut recommencer l'expérimentation avec un petit sujet d'ailleurs. Hein. C'est pour le monde agricole, c'est un peu compliqué. C'est qui pilote ou quelle garantie sur le pilotage. Qui a la télécommande. Et même qui a la télécommande, mais je vais presque être caricatural avec ce que vous décriviez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que ce soit l'agriculteur qui ait la télécommande? Parce qu'à un moment, s'il a plus de revenus sur le photovoltaïque, il va mettre la télécommande pour moins produire. Et je suis un peu caricatural dans le message, mais je vais finir par dire, je ne suis même pas sûr que ce soit à l'agriculteur d'avoir la télécommande s'il est le bénéficiaire du revenu énergétique. Ce débat va durer longtemps, je crois, hein, en fait. Mais non, sincèrement, messieurs, moi j'adore le contenu, la forme aussi de cette discussion qui malheureusement va terminer en quelques instants. Donc on va faire une sorte de tour de conclusion. On va commencer avec vous, monsieur Gauthier, parce qu'en plus vous vouliez réagir, je crois, à la question de monsieur. Donc si vous voulez bien faire 2 parties, votre réponse, et puis 2 phrases de conclusion. Et ces 2 phrases de conclusion, je vous demanderai chacun ensuite, messieurs, de les offrir à la salle. Et ensuite, je pense que vous serez peut-être là encore un petit peu de temps cette journée. Cette belle salle de personnes intellectuellement engagées, peut-être que vous voudrez parler avec eux. En tout cas, je l'encourage. Monsieur Gauthier, je vous en prie.
Donc c'est pour revenir sur le financement. Donc aujourd'hui, nous, on défend la vertu, on va dire, du financement de l'agriculteur. Donc on l'a vécu, on va dire, sur la mise à disposition de bâtiments historiques. On a démarré, on va dire, comme tout le monde, où on était notre propre investisseur, on a fait des gros volumes. On a commencé à ouvrir la possibilité de financer sur les bâtiments. Donc aujourd'hui, on a à peu près 50% des gens qui financent eux-mêmes. Donc je reviens un petit peu à la demande de monsieur derrière. C'est-à-dire que sur le développement des champs solaires, notamment l'agrivoltaïsme, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, faire entrer du monde dans le capital, c'est compliqué parce qu'on attend ces fameuses règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banquiers sont friands de nous accompagner, mais tant qu'il n'y a pas de cadre, on n'avance pas. Et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on attend, on peut se regarder, ça fait 1 an d'immobilisme. Donc, on dit loi APR mars 2023, on est en mars, on n'a toujours pas le cadre réglementaire. Donc, on a une loi, mais on attend notre projet de décret, le décret d'application. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu frustrant, mais aujourd'hui, effectivement, j'incite on va dire, à tous les développeurs à ouvrir le marché ou ouvrir la possibilité du financement. Ce n'est pas toujours simple non plus. Et là, on peut reprendre, on va dire, la question aussi de valorisation, on va dire, qui finance comment, si on vous pousse, on va dire, à faire du financement annexe, ferme, etc. C'est des grands débats, mais aujourd'hui, on a cette volonté, nous, d'être assez transparent et puis voir le proposer pour rentrer au capital. Parce qu'aujourd'hui, faire ne serait-ce qu'un projet de 4 mégas, c'est 4 millions d'euros. Donc 4 millions d'euros sur une exploitation, tout le monde ne peut pas y aller. Mais participer à hauteur de 5, 10, 15, voire plus, c'est toujours quelque chose de plus. Et ça peut être une valorisation sans pour autant augmenter le loyer. Donc ça, c'est aussi des débats en derrière pour éviter d'avoir l'évolution ou le foncier qui peut exploser derrière. Non, je vais juste conclure sur ce par quoi j'ai commencé, c'est que l'agrivoltaïsme, c'est une chance. Il faut que ça reste une chance. Et donc, il va falloir mettre des règles pour que tout le monde s'y retrouve. Et, nous, on ne nie absolument pas ce que vous avez dit, le problème social et sociologique qu'il y a là-dedans. Parce que de notre côté, on a quelque chose de commun, c'est l'acceptabilité. Et pour qu'il y ait de l'acceptabilité, il faudra des doctrines et des régulations. Ça, à partir de là, la chance deviendra un succès. Nous, pour conclure, on va continuer nos actions dans le monde agricole. Pour souligner sur la partie investissement, il faut rester lisible avec des offres d'investissement. Et l'énergie, ça devient un équipement pour beaucoup. Et on est aussi ici au Power Summit pour en parler. Je pense qu'il faut continuer à développer des modèles qui fonctionnent, des petits, des moyens, des grands, et faire que ces modèles-là puissent bénéficier au plus grand nombre. Et c'est toujours ce que nous, on a défendu avec Iris Solaris. Et on parle des agriculteurs, mais les agriculteurs aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. On pense que c'est des chefs d'entreprise, et c'est aussi bien de leur laisser aussi un peu de liberté, parce que on voit qu'ils sont beaucoup encadrés dans leur activité, et on oublie que c'est des chefs d'entreprise. Et pour aller sur la partie industrielle qu'on vient aussi présenter ici, toutes les compétences qu'on a réussi à construire dans le monde agricole sur la partie bâtiment, sur l'autoconsommation, et aujourd'hui on est 300 personnes dans notre groupe, on va les mettre à disposition au monde industriel, et c'est l'agriculture qui a forgé aujourd'hui les énergéticiens qui vont porter la voix aux industries de demain. Donc c'est l'agriculture aujourd'hui qui est le socle, et qui construit les énergéticiens du territoire, et ça, il faut l'oublier. Voilà. Merci. J'ai un micro. Moi, j'ai été quand même un peu traumatisé par le début du photovoltaïque sur les toitures. Et dans mon département, on avait ramassé 70 projets qui étaient plantés ou parce que l'énergéticien n'était plus là ou parce qu'il avait livré un truc qui ne marchait pas. Enfin, voilà. Donc, je suis favorable clairement au développement de l'agrivoltaïsme. Il faut qu'on ouvre les portes au début de l'implantation de l'agrivoltaïsme sur le territoire, y compris pour permettre aux énergéticiens de continuer à progresser dans les technologies, dans les solutions qu'ils nous apportent. Mais il faut l'ouvrir avec un pied pour pas qu'elle s'ouvre
d'un seul coup, en régulant, mais pas en contraignant pour pouvoir générer de l'innovation. Et puis, si on veut le régler sur le territoire, on ne le fera pas si on n'a pas réglé ce sujet ou avancé sur ce sujet du partage de la valeur et sur l'équilibre alimentaire, non alimentaire. Vous avez été fabuleux dans le respect de le dernier exercice que je vous ai proposé. Merci, messieurs. Je vais profiter des 5 minutes, pas pour être irrespectueux, c'est juste parce que les tables rondes s'enchaînent et ça permet des petits échanges, prises de contact juste avant la prochaine table ronde que je cite, les énergies renouvelables et la reconquête de la biodiversité, 2 combats qui se rejoignent. Encore une ambition dans le fait de rejoindre 2 causes, 2 secteurs, on va dire, au service d'une transition au pluriel, des transitions au pluriel ou d'une transition globale. Mais messieurs, vous avez été super et je vous remercie. Sébastien Wilczor, merci beaucoup. Daniel Bourg, Charles Nucci, Olivier Gauthier, de vous écouter, d'échanger. Merci à la salle d'avoir montré. Oui, bravo. À très bientôt, chers amis.